Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le 60e numéro du podcast NBA Extra. Et oui, 60, on tient les comptes et je suis évidemment avec Jacques Monclar aujourd'hui. Salut coach. Bonjour, bonsoir Nico, tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors, une fois n'est pas coutume, là on va plutôt commencer par débriefer des matchs qui viennent d'avoir lieu, qui ont eu lieu cette nuit, en commençant par... on commence par quoi? Est ou Ouest, coach? Les combats des chefs, comme tu veux. Allez, conférence Est, Boston, Cleveland. On n'a pas été déçus de ce choc entre le premier et le deuxième de la conférence Est. Victoire des Cavs qui avait perdu le premier à Boston, qui donc gagne le deuxième chez eux 115-111. Money time de folie et surtout un Donovan Mitchell qui a été rayonnant et qui a presque fait gagner, j'ai envie de dire, à lui tout seul Cleveland sur la fin. En tout cas, il a porté sa franchise au meilleur moment. Après une première mi-temps très compliquée, il avait marqué que 5 points à la pause et il en met 30 en deuxième mi-temps. Dont 20 dans le dernier carton. Après les 17 de Jason Tatum dans le troisième. Voilà, il y a eu un combat des chefs, oui, avec 4 réussites primées de suite à un moment pour Donovan Mitchell. Bref, un beau match. On va signaler quand même qu'il manquait d'Eric White et Jaylen Brown côté bostonien, mais que ça a montré que ces équipes-là, elles sont peut-être appelées à se rencontrer au-delà des 4 fois de saison régulière, un peu plus, et assez tard dans la saison. Si vous voyez ce que je veux dire, vraiment, c'était intéressant. Le retour de Porzingis rééquilibre considérablement Boston. Jason Tatum montre vraiment des choses superbes. Celui qui confirme aussi, en l'absence de Derrick White, c'est Peyton Pritchard, qui est vraiment à un super niveau. Il avait souffert en début de match, il fait un 4e carton de feu, je crois qu'il met 17 points de ses 24. Bref, on voit que le niveau de ces deux équipes est conséquent et que Cleveland a définitivement pris la pancarte de challenger numéro 1 de Boston à l'Est. C'est ça, parce qu'on peut plus vraiment parler de surprise, en fait. On est au quart de la saison quasiment. Oui, les surprises, c'est les Sixers. Ouais. Mais on va dire que c'est pas juste un bon départ et après, voilà. Ça y est, on est en 18-3, 21 matchs. Il y a une équipe, il y a un impact Kenny Atkinson, il y a un impact prise de conscience, même si de temps en temps il repart en guignolade. Donovan Mitchell, faut le cadrer. Et il y en a un, moi, que je trouve superbe. Alors, j'adore la saison d'Evan Mobley cette année, mais c'est Darius Garland. Je trouve qu'il est en train de franchir un niveau et c'est très très intéressant de le voir. Je le mets dans les tout bons meneurs de ce début de saison, les tout bons. Ouais, alors qu'il en avait pris un peu plein la tête après les derniers playoffs où il s'était raté pas mal. Ce sont des jeunes joueurs. Ouais, c'est un jeune joueur, ça progresse et c'est tout Cleveland qui est très bon. Je sais qu'on est dans une société où de l'instant, une civilisation presque de l'instant, mais il faut toujours avoir un peu de recul. C'est du sport, ça arrive. J'en ai vu un qui nous a fait un 0 sur 8 à 3 points. Je l'ai plus en tête tout de suite alors que depuis... Cette nuit ? Ouais. Un vilain Franz Wagner, non ? Il fait 0 sur 6, je crois. Oui, mais il y en a un qui monte à 0,8. Beaucoup 0,8, mais ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Donc, c'est LeBron. C'est LeBron qui fait 0 sur 8 cette nuit ? Ou 0 sur 9. Ouais, peut-être, ouais. Attendez, je prends juste en tout cas, il n'est pas très bon, LeBron, au scoring cette nuit, mais j'ai plus le chiffre en tête. Je crois que c'est 0,8 ou 0,9. Je te laisse vérifier. 0,9. 0,9, ouais. Et Franz Wagner fait 0,6 cette nuit avec Cleveland, avec Orlando, alors que c'est quand même une belle gâchette aussi de loin. Voilà, donc ça arrive. Ça peut arriver. Ça arrive même au meilleur, du coup. Eh oui, Steph Curry a fait une fois 0,10. C'était au Staples Center à 3 points. Steph Curry qui, avant-hier, est à 2 points à la mi-temps. Ce sont 2 lancers. Il n'avait pas mis un panier. Il en met 20 et quelques au total, donc 21 en deuxième mi-temps. Mais ça arrive. L'adresse, c'est le paramètre le moins stable de notre sport. On passe à la conférence Ouest avec Jacques. Tu me disais, donc il y avait ce Thunder Rockets et tu me disais que c'était la première, deuxième fois. Enfin, ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé que les 2 premiers de chaque conférence se rencontrent la même nuit en NBA. La même nuit à la même heure ou quasiment en NBA. Et c'est vrai que le 1-2, c'est toujours sympa. Et là, ce OKC Houston, il était sympa. À Houston, la Toyota Center. 119-116 et pour là, Houston. Pareil, on a eu un Fred VanVleet de gala, notre cycliste préféré, Alperen Sengun, même s'il souffre à certains égards et au bord du triple-double. Donc ça prouve c'est bien. la star de Houston, hein, c'est ce qu'on nous a dit sur après le dernier certaine communauté qui dit ça, mais la star qui n'est pas encore All-Star, mais qui le sera il probablement cette saison. Il y a de la clientèle. Il y a de la clientèle surtout à l'Ouest. Lui ou Victor ?
Ça va se résumer un peu à ça. Hein. Ouais, je pense que Victor, il a une longueur d'avance. Bon. Je pense aussi. Enfin, je le vois comme ça. Ouais, on verra. Mais en tout cas, c'est un excellent joueur. Dylan Brooks, à la fin, est décisif. Il y a cet accrochage assez sympa, rigolo de voir les deux Canadiens, là, chez Gilgeous-Alexander et Dylan Brooks, qui se tirent le ballon et qui lâchent pas et qui sont au bord de 100 mètres une, en plus. C'est vrai qu'avec Dylan Brooks, la mèche est courte, mais l'autre, faut pas le chercher non plus. Hein. Donc ça, c'était bien. À la fin de match, chez Gilgeous est bien défendu. Il reste un peu longtemps en l'air sur le jump. Le shoot est dur à mettre, il le rate. Un peu seul sur ce match aussi. Un peu. Shai, parce que il y a toujours Holmgren qui est absent. Bien Et sûr. Jan Williams, Qui est, pour une fois, n'a un pas peu en forcément dessous. répondu aux attentes là, sur ce Celui qui est coup-là. bien, je trouve, c'est Hartenstein, toujours. depuis son retour. Voilà. Mais il y a des joueurs qui tapent leur plafond de verre. Ça arrive, hein. Regardez, comment il s'appelle, Isaiah Joe. Ouais. Voilà. De la même manière, à Cleveland, il y a le petit shooter, là, Ty Jerome, qui avait mis des paniers depuis un moment. Là, il a fait une bulle ou presque. Depuis qu'on veut qu'il soit meilleur sixième homme. Non, mais c'est la petite blague. Ouais, mais il y a des tas de... vous savez, la petite blague, maintenant, il y a des esprits qui retiennent que ce qu'on dit. Hein. Et si on dit des énormités, à trois énormités dites de suite, ça fait une vérité. Hein. Chez certains, oui, peut-être. Mais surtout, tout reste maintenant. On nous écoute, on nous lit, on nous voit, donc effectivement... Après, on peut se tromper, hein, nous, dans ce qu'on dit. Mais au moins, on le fait de bonne foi et pas en cherchant à faire du buzz, quoi. Enfin, bref. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que j'en ai pour 3 heures. Et on n'a pas 3 heures malheureusement. On va passer à ce que tu appelles depuis quelque temps l'accident industriel du côté des Pelicans qui sont toujours bons derniers de la conférence Ouest. Seulement 4 victoires depuis le début de la saison pour 17 défaites. Ils sont sur 8 revers d'affilée, les joueurs de la Louisiane. Et j'ai regardé, ils sont quand même déjà à 7 matchs du play-in. C'est les Spurs qui sont 10e, qui ont le dernier strapontin avec 11 victoires, 9 défaites. Nola qui joue toujours sans Zion et qui est vraiment très très loin du compte. Il y a eu beaucoup de blessures sur ce début de saison. Là, Dejounte Murray vient de revenir, mais ça décolle toujours Alvarado pas. absent aussi, qui était José Alvarado absent, mais lui, il n'a pas raté beaucoup de matchs depuis le début de la saison. Mais par exemple, Brandon Ingram n'a joué que 16 matchs, Trey Murphy en a joué 7, McCollum 7, Herb Jones 4, et donc Dejounte Murray, seulement 3 rencontres depuis le début de la saison. Ça va très très mal pour les Pelicans et on ne voit pas trop comment ça pourrait aller mieux ces prochaines semaines. Ouais, alors il faut être calme parce qu'il y a beaucoup de blessés. Mais le vrai problème des Pelicans, c'est pas la globalité des blessures. Ça arrive que Herb Jones, Alvarado, Ingram se blessent, tout ce que vous voulez. C'est Zion le problème. Le problème, c'est Zion qui, depuis qu'il est là-bas, joue pas ou pas assez. Et quand il joue, il est irrésistible, il fait des stats. Cette année, il s'était bien recentré, non pas sur le shoot externe, mais sur la puissance intérieure où il est inarrêtable. Cette équipe, elle est construite pour lui. Je ne comprends pas leur move de cet été de ne pas recruter à l'intérieur. Ça fait le bonheur de Yves Missy, qui l'autre fois nous a fait un match à 14 points, 16 rebonds. Mais Daniel Theis n'est pas un pivot starter. Alors Yves Missy le deviendra, mais il ne l'est pas encore. Et puis il joue très peu Daniel Theis, de toute façon. Il a juste de quoi se prendre un contre monumental hier. Voilà. Il a eu le temps. Il a eu le temps. Mais c'est un bon joueur, Daniel Theis, mais en backup. À Boston, il a donné des belles minutes. Il est champion du monde en titre avec l'Allemagne. Il mérite le respect, mais à ce niveau-là, starter en NBA en poste 5, t'as affaire à des animaux. Oui, puis il est petit. Animal, c'est fait exprès de le dire. Il est petit aussi, Daniel Theis, pour jouer pivot, même dans la NBA actuelle. C'est pas... De 7-2-8, quoi. Ouais, mais il protège pas forcément très bien le cercle. Il n'a pas l'envergure d'un détente. Moussa Diabaté, par exemple, du tout, qui a une envergure incroyable et qui est un véritable aspirateur à rebond. D'ailleurs, pour le Black Friday, on va acheter un superbe. Mais du coup, pour revenir sur Zion, il avait été drafté avec le choix numéro 1 à l'époque par la New Orleans. C'était un prospect comme on n'en avait pas vu depuis peut-être LeBron James, enfin en tout cas qui était attendu à un niveau extraordinaire. Quand il joue, c'est fabuleux. Il dégage une impression de puissance, de domination, de facilité aussi près du cercle, qu'on voit très peu. Enfin à ce niveau-là, moi il y a des shoots automatiques. C'est ça. Il n'arrête pas. Et puis là, il a un main gauche, il a quand même un sacré toucher aussi sur sa main gauche. Décale bien. Ouais.
Mais le problème, c'est qu'il il joue pas assez et en fait, sans lui. Alors, quel est le problème? Moi, je suis pas dedans, hein, mais c'est physique. C'est sa nature physique, pas de bol. Hein, ça, c'est la fatalité. Tu te blesses. Hygiène. Est-ce qu'il y a pondérale. Est-ce qu'il y a une telle facilité à se blesser quand on est un athlète à ce niveau-là? Est-ce qu'il n'y a pas forcément aussi l'hygiène de vie qui rentre en compte? Parce que j'allais dire, chaque été, on voit des photos, on voit des vidéos où il est censé perdre du poids à chaque fois, puis en fait, pas du tout, quoi. Il y a des fois où il en perd. Mais il reprend vite. Ouais, à mon avis, lui, c'est le genre de gars, il passe devant une pâtisserie, il prend 500 grammes. Il y a des mecs comme ça c'est fatalité. Est-ce que mentalement, il est dans le côté, la caricature de l'agressivité positive pour aller au très haut niveau? C'est Kobe, on est d'accord, hein, la Mamba mentality. Des gars comme LeBron font attention à tout, Jordan faisait attention à tout, les très grands font attention à tout. Est-ce que avoir un contrat d'équipementier à 7-0 derrière, Non, mais c'est pas le seul à avoir un contrat. Enfin, il est très gros son contrat. 7-0 par an, il est très gros. c'est le même niveau que Victor. Ouais. Joueur générationnel, il est considéré comme tel. Ouais, et du coup, Victor, lui, il fait attention à ce qu'il mange, j'imagine. Et puis, il fait des étirements, il fait tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Je crois que je lisais de la part de Vassilis Panoulis ce matin ce que les Américains appellent la dedication, c'est-à-dire l'investissement d'un joueur dans quelque chose. Ils doivent remercier le ciel de pouvoir faire ça, de pouvoir vivre de leur passion à des tarifs insensés. Et ça mérite pendant un temps donné, 5, 10, 15 ans, 20 ans pour LeBron, de s'astreindre à se coucher pas trop tard, à éviter les conneries. Est-ce que c'est pas le rôle aussi du coaching staff de... t'es pas assistante sociale. Je sais, mais par exemple, tu vois, dans son contrat, Zion, il a un poids à pas dépasser pour déclencher des bonus, ou en tout cas avoir son salaire totalement garanti. Ils s'en foutent des amendes sur le volume. Ah, c'est pas des amendes, c'est qu'il touche pas son salaire pleinement. Ça correspond finalement un peu à une amende. Mais ils s'en foutent. Alors lui, je le trouve... Alors là, hier, il était catastrophé sur le banc au Garden avec Ingram, on les voit tous les deux, on dirait deux chiens qu'on mettait quand j'étais môme à l'arrière, sur les plages arrière, là, qui font oui ou non avec la tête. Là, ils faisaient non. Des chiens ou autre chose, d'ailleurs. Mais non, je pense que mentalement, il y est pas, et que de facto, il sait pas ce qu'il doit faire. Je pense qu'il y a plein de gens qui lui ont dit, mais qu'il le fait pas. Est-ce que c'est sa nature easygoing? Est-ce que c'est du je m'en foutisme? Est-ce que c'est une faiblesse? J'en sais rien. Mais en tout état de cause, dans cette terre de football américain, qui est une ville qui a, pour avoir un centre mignon et sympathique et avec une ambiance un peu française, c'est dommage parce que quand on a la chance d'avoir un numéro 1 comme lui, quand on voit comment Barrett se réalise maintenant comme cette génération, 1 Zion, 2 Ja Morant, Barrett doit arriver 3 ou 4, Cam Reddish, de tous, à part RJ Barrett qui commence vraiment à devenir un joueur très solide. Et tous les autres, alors Ja Morant est fantastique. C'est un cas particulier. J'adore, mais bon, les dérives, lui, un peu aidé par son père, en tout cas pas redressé par son père, il a pris du retard, 2 ans de retard à cause de ça. Mais Zion, c'est terrible pour une franchise. Alors on a eu des flops de potentiel numéro 1 qui devaient être dominants. Greg Oden, par exemple, qui a changé la vie de Portland. Portland encore historiquement l'année de Jordan avec Sam Bowie, qui était pas numéro 1, qui était numéro 2. Mais bon, là c'est terrible et on a l'impression que tout lui glisse dessus. Est-ce qu'il faudrait pas faire un trade tout simplement pour... Mais qui va vouloir le prendre? Il n'y a pas des équipes qui peuvent tenter le coup? Non, mais il y a toujours des. Il faut vraiment qu'il soit dans la merde. Il y a toujours. Ouais, mais tu vois, il y a toujours. Ça dépend de la contrepartie, mais je pense qu'en NBA, tu as toujours un GM ou deux qui peuvent voir une opportunité dans Zion Williamson. Enfin, moi, en tout cas, je lui souhaite. On peut l'avoir parce que, encore une fois, quand il joue, c'est un joueur, mais déjà All-Star, ça c'est clair et net, mais qui est vraiment. Enfin, il est dominant. C'est la définition d'un joueur dominant. Inarrêtable. Moi, quand il a la balle, côté droit, il rentre sur sa main gauche, côté gauche, il va sur la ligne de fond. Il y a toujours cette sensation aussi qu'on sait déjà ce qu'il va faire avant que l'action commence. Mais il le fait quand même, personne ne l'arrête, et il marque. Parce qu'il est vite, il est puissant, tu l'as dit, il a des bonnes mains, il décale bien en l'air.
Bon, il avait travaillé beaucoup sur le shoot, donc c'est mieux, mais c'est encore pas un shooter, et il vaut mieux qu'il se concentre sur ce qu'il... Il avait fait un très bon début de saison, et depuis, on n'a pas non plus un programme de retour, une analyse de blessure. On sait rien. On sait rien, c'est la grande muette. Je sais pas ce qui se passe. C'est triste, hein? Pour terminer sur New Orleans, j'ai regardé, j'ai trouvé une petite stat. Je sais que tu adores les stats, coach, donc, mais les stats un peu travaillées, donc celle-là, je l'ai trouvée, elle est sympa. Oui, mais j'aime bien les stats, moi. J'ai regardé le total des points. C'est les analyses que les gens font qui m'énervent. L'analyse, tu vas voir, est assez simple. C'est le total des points marqués, pas la moyenne, hein, le total des points marqués par les joueurs des Pelicans. Celui qui a marqué le plus de points, assez logiquement, c'est Brandon Ingram. Et ensuite, les 2e, 3e et 4e, c'est Brandon Boston Jr., Jeremiah Robinson Earl et Yves Missy. Ça, c'est les 2e, 3e et 4e marqueurs de New Orleans cette saison. Donc Trey Murphy a beaucoup été blessé. Voilà. Et forcément, dans la conférence Ouest, Herb Jones aussi. Sans manquer de respect à ces joueurs, mais c'est des joueurs jeunes, c'est des joueurs qui peuvent pas gagner des matchs en étant titulaires tout de suite. Bah forcément, ça donne des Pelicans qui sont Boston, derniers à on l'Ouest. l'a connu aux Clippers, il avait montré des qualités de scoreur. Ouais, mais bien sûr, c'est impitoyable. Hein. C'est impitoyable, mais même à l'Est. l'Ouest. Mais à l'Est, ça serait pas beaucoup mieux. Hein, de je te rappelle que des Knicks qui étaient un peu malades, qui s'en étaient sortis un peu miracle à Charlotte, menaient 24-5 ou 27-4 dans le match. Ils en ont collé 33 ou 35. Et les Knicks, bon, c'est comme en ce moment. C'était poussif contre Charlotte. Hein. Michael Bridges a mis les paniers. Voilà, mais ça a relancé un peu. Il a eu droit à une interview. Je sais pas, payez-vous les images. Je les ai trouvées, moi. Avant le match, Leon Rose, le boss. Hein, c'est le GM. Le GM. Il est président, ou il est peut-être président. Je ne sais plus s'il est président ou GM. Ou les deux, je sais plus. Ou Dob, directeur des opérations basket. Ou boss, président, je crois. Il y a comment dire, Michael Bridges, qui a l'air d'être un charmant garçon d'ailleurs, qui est assis sur le banc, bien décontracté comme il sait. Il y a Leon Rose qui est passé, qui lui a parlé pendant 2 minutes. Peut-être qu'il lui a expliqué un peu le code de la route, peut-être qu'il l'a mis en confiance, peut-être qu'il lui a donné des objectifs, peut-être qu'il lui a dit qu'il était temps d'arrêter de ronronner, parce que le match à Charlotte était quand même abominable. Oui, c'était compliqué, oui, tu l'as dit d'ailleurs, c'était pas facile le match de Il y a une phrase, si vous voulez faire une compile si vous voulez regarder un match totalement raté, vous regardez la compile de Michael Bridges. Mais oui, je conseille à tout le monde, et celui d'hier, il met tout dedans. Donc c'est bien que le mec, c'est mental. Et encore un il a traversé le pont, peut-être qu'il a gardé le même appart, j'en sais rien, il est tranquille, mais ou la même maison, j'en sais rien. Mais tant mieux pour lui, tant mieux pour les Knicks parce qu'ils en ont besoin. Voilà, mais ça va vite, hein, ça va vite. Et New Orleans, ils se sont fait découper par une équipe de l'Est. Et je pense qu'en ce moment, un match New Orleans, parce qu'ils ont eu le retour de McCollum quand même, un match New Orleans-Washington, c'est... Là, tu finis, t'as une conjonctivite. Hein. Ouais, il faut forcément se jouer à un moment, je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait, mais c'est vrai que ça pourrait... Ouais, c'est triste de voir ce qui arrive à Washington, et c'est pas facile pour nos 2 gamins, là, Bilal et Alex, Bilal Koulibaly et Alex Sarr, parce qu'en plus, il y a des joueurs avec qui c'est pas facile de jouer dans cette équipe. Ouais. Après, pour revenir sur les Pelicans, il y avait en début de saison l'objectif d'aller chercher les playoffs, à minimal play. Mais non, mais c'était tu croyais pas du tout ouais. Non. Parce que moi, j'étais plutôt sceptique sur le recrutement de Dejounte Murray dans une équipe où tu as déjà CJ McCollum. Tu n'avais pas forcément besoin de ce type de profil à la main. Tu as déjà Alvarado. Rajouter Dejounte Murray. C'est un joueur dans le basket moderne qui peut défendre 3 positions. Il est grand, il va vite. Non, mais c'est pas facile de le faire fitter, je trouve, dans un groupe aussi, Dejounte Murray. Ça n'a pas marché à Atlanta, ça marche pas au Pelicans. Atlanta, ça a pas encore il trop était marché, sur le poste de Trae Young. Donc, les mecs, quand ils sortent des Spurs, que ce soit Derrick White, tous, ils savent jouer au basket. Donc je pense que c'est qu'une question de contexte. Comme souvent. Ouais. On passe à un autre contexte sur la côte ouest toujours. Les Los Angeles Lakers. Tu voulais parler du plafond de verre de Los Angeles, s'il y en a un, et justement, où est-ce qu'il pourrait, jusqu'où il monte ce plafond. 12 victoires et 8 défaites pour des Lakers qui ont globalement en fait un peu le même effectif depuis 3 ans, peu ou pro de choses près, et du coup le plafond de verre, je vais te dire... Moi j'ai une question pour toi, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 3 ans ?
Ils font des playoffs, ils ont fait une finale de conférence contre Denver où ils se font sweeper. Ils font finale de conférence où ils jouent Memphis sans Ja Morant et Steven Adams et Brandon Clark absents. Deuxième tour, ils jouent Golden State, si je dis pas de bêtises. Qui était bien fatigué aussi. Ouais, qui était fatigué parce qu'ils avaient battu au premier tour. Ils avaient joué une série magnifique d'ailleurs contre Sacramento. Et l'année dernière, ils prennent 4-0. 4-0 ou 4-1. 4-0 aussi. Ça se joue à pas grand chose, mais en fait, quand tu perds 4 fois un match par 5-10 points d'écart et que t'es jamais loin, mais quand tu le perds 4 fois, c'est pour ça que je parle de plafond de verre. C'est que t'es un peu loin quand même. Donc, le seul changement étant, on va se faire un petit coucou à Armel Traoré qui a mis ses 2 premiers points en NBA. Bravo à lui, parce qu'autant il y en a à qui on a fait l'autoroute pour y aller, autant lui, il a pris la route elle était plus départementale, voire même vicinale. C'est quoi les routes vicinales? Les routes de village, les routes de campagne. D'accord. Celles qui sont pas goudronnées, quoi. Voilà. Il a vraiment, et bravo à lui, et son frère Nolan rejoindra sans doute la Grande Ligue l'année prochaine. Plafond de verre, parce que s'ils changent pas quelque chose, ils n'y arriveront pas à plus. LeBron est exceptionnel, mais il va avoir 40 ans, donc même s'il est exceptionnel, on peut penser qu'il va pas trop progresser. En jeu, oui, mais en basket pur, oui. En physique, non. Anthony Davis est formidable aussi, mais une fois qu'on a dit ça, ok, Dalton Connect, super pioche, mais après, Dilo... C'est toujours les mêmes limites, en fait. C'est quand ils prennent des tôles qui met des points. Souvent, le match d'après, il joue sans meneur maintenant. Alors, il y a eu le recrutement magique de J.J. Redick. J'étais un peu chafouin du cheminement. Je suis pas fan du fait qu'on soit consultant et coach après. Je préfère l'inverse. Il était consultant, puis il s'est surtout fait reconnaître, on va dire, avec son podcast. Oui, enfin sur ESPN, il était excellent. Sur ESPN, il était très bon aussi. Avec des avis tranchés, des prises de position, il argumentait, c'était cohérent, enfin c'est intéressant. Après, évidemment, le podcast avec celui qui maintenant est son joueur, et ça, je vais le dire très clairement, c'est gênant. Je vois qu'il fait mieux que Darvin Ham. Oui, mais pas dans... sur les bilans, il n'y a pas grand-chose. Non, pas ça dans des joue pas proportions. Oui, non, mais c'est mieux dans l'état d'esprit. On voit des joueurs qui lui parlent, alors qu'avec Ham, on voyait qu'il y avait un problème. Bon, voilà. Et je trouve qu'il y a un plafond de verre. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire? J'ai vu qu'ils cherchaient un pivot. Ok. Mais peut-être chercher un meneur aussi, quand même. Un vrai meneur. Un meneur qui fait jouer les autres. Ils ont des joueurs qui sont doués, type Hachimura, des mecs hyper doués, mais qui jouent pour jouer, qui jouent pas obligatoirement pour gagner. LeBron est un gagneur, Anthony Davis, en suivant LeBron, le devient, mais c'est une équipe qui est courte. Il n'y a pas une grande marge de manœuvre aussi, moi je trouve, dans l'effectif pour faire un trade et amener un joueur déterminant sur le terrain ensuite dans le 5 de départ. Déterminant, qu'est-ce que tu appelles déterminant? Non mais tu vois, un joueur qui permette justement de casser ce plafond de verre aussi en fait. C'est une question de complémentarité. Je pense que par exemple, mec comme Caruso, c'est pas grand chose entre guillemets, très entre guillemets, mais il faut quelqu'un qui rassemble. C'est ce qu'a fait Austin Reeves à un moment, même si maintenant il tape dans le mur avec ça. Il faudrait Caruso et Caldwell Pope en fait, les anciens quoi, pour mais faire ils ont viré combien de mecs qui sont bons? Ils ont viré les bons et ils ont viré des tas de bons joueurs. Enfin bon, ils ont fait un peu n'importe quoi. L'après-titre a été très mal géré. L'après-titre a été mal géré, en sachant qu'avant le titre, le all-in sur Anthony Davis, les Randall et compagnie, ils sont tous partis là. En plus, c'était l'époque où celui qui était un peu le boss de l'équipe, c'était Nick Young. T'avais Kyle Kuzma. C'était un peu une équipe de poulets sans tête. Voilà, mais ils auraient besoin, je sais pas, des mecs comme Harrison Barnes, des mecs stables. Ils ont besoin de gens stables autour des deux icônes. Et ce que montre Dalton Connect est hyper intéressant quand même, hyper intéressant. Et il est pas trop mal en défense, alors qu'Austin Reeves nous montrait des choses en attaque et les montre encore, mais en défense, mon Dieu. Des fois, j'ai l'impression que les bandes de touche va le prendre de vitesse, donc... Non, mais c'est vrai que t'as Dilo, par exemple, et Christian Wood, qui sont en fin de contrat, là, à la fin de la saison. Christian Wood, c'est un flop terrible. Et c'était le pivot qui, potentiellement, pouvait jouer peut-être aux côtés de Davis. Enfin, c'était l'idée de base, en tout cas, pour soulager Anthony Davis. Et après, t'as Rui Hachimura et Gabe Vinson, qui ont encore un an de contrat.
Et après, t'as Vanderbilt qui est blessé. Vanderbilt, il joue jamais, il est toujours blessé. Et quand il joue, ça change pas mal les choses. Oui, mais il joue jamais. Voilà. Donc c'est ça le problème. Donc le plafond de verre, faut le péter. Mais t'as pas les pièces pour. Ce qui est rigolo dans le cheminement de la saison, c'est qu'ils se quittent pas avec les Clippers. À un match d'écart, ils sont ensemble. Il va y avoir un championnat de Los Angeles qui va être intéressant. J'ai regardé, c'est pas tout de suite encore le derby. Ils ne se sont pas encore joués. On termine, il nous reste 5 bonnes minutes pour parler un peu d'Orlando, qui est troisième de la conférence Est, 15 victoires, 7 défaites. Ils sont sur 6 victoires de suite. Alors c'est un peu à tempérer parce qu'ils ont battu les Lakers au buzzer. Je ne sais pas si tu t'en souviens sur ce tir de Wagner. Et après, c'est Pistons. C'était à la Crypto.com. Oui, c'était la première défaite à domicile des Lakers. C'était un sacré match. Mais derrière, ils battent Pistons, Hornets, Bulls et les Nets 2 fois. Donc c'est pas non plus... Sans Banchero, voilà, qui est absent depuis le 30 octobre. Je peux t'enquiquiner. Dis-moi, vas-y. Si c'était Dallas, on dirait, vous avez vu, Dallas, il gagne sans Doncic. Là, on dit, il gagne, est-ce que ça va durer? Mais on dit pas, il gagne sans Banchero. Il gagne sans Banchero, tout à fait, avec un Caldwell Pope qui est pas non plus hyper adroit. Banchero qui devrait revenir courant décembre, d'ici 2 semaines. Toujours auprès de l'équipe. On sait pas trop exactement. On avait une date de retour fin novembre. Jusqu'à fin décembre. Ils sont pas pressés, là. Une fourchette large. Il n'y a pas d'urgence. Hein. Et c'est derrière la dernière équipe invaincue à domicile, Orlando. Il faut le savoir. Et une fois que tu as dit ça, voilà, qu'est-ce que tu penses du Magic sur ce premier quart de la saison? C'est pas un peu la même équipe que la saison dernière, finalement. Ils n'ont pas fait de grands changements, mis à part le recrutement de Caldwell Pope. Qui est un bon recrutement, excellent. Qui est un bon recrutement, mais qui est moins adroit que quand il joue à Denver, il faut le dire aussi. Donc ça peut changer. Ça peut changer aussi. Et hier, il en a mis un important dans leur victoire obtenue à Brooklyn, je crois. Oui, c'était à Brooklyn, ouais. J'aime bien. D'abord, j'aime beaucoup Franz Wagner, même si défensivement, il a progressé et il faut continuer à progresser. C'est un attaquant magnifique. Son frangin est une belle bête aussi. Quand ils ont installé la bonne dynamique l'année dernière, il n'y avait pas Banchero et Goga Bitadze avaient déjà rendu des services et il rend des services, le grand sifflet là. Puis il y a des mecs, Jalen Suggs, c'est un bonhomme. Quand Anthony Cole, il peut jouer. Jonathan Isaac, j'aime beaucoup. Jonathan Isaac, qui a joué que la deuxième partie de saison l'année dernière. Il a une verticalité qui apporte quelque chose, surtout par rapport à Bitadze, Wagner et même Banchero, qui est plus proche de LeBron que d'Anthony Davis dans la verticalité, dans l'impact et tout ça. Non, je trouve ça hyper intéressant. Orlando, pourquoi pas finir 2 ou 3e? 3e à l'Est, ça va jouer entre eux et les Knicks, a priori. Attention au retour de Milwaukee. Ouais. Attention au retour de Milwaukee. Voilà, le retour des Sixers. Pas pour les 4 premières places. Non. Même pour les 10, oui. Même pour les 6, ça va être dur. Pour les 6, ça va être dur. Voilà, c'est une bonne surprise, Orlando, mais demi-surprise. Oui, ça confirme gentiment. Ouais. Voilà, des équipes, alors on n'est pas dans l'accident industriel, mais Indiana, que hier on a fait avec Xavier dans le SNL de Rémi, Indiana qui a appliqué pendant une mi-temps et qui après part en saucisse, il y a des équipes qui passent pas la rampe, cette année à l'Est, et les Sixers... Je leur souhaite une chose, c'est de savoir si oui ou non et quand, si jamais ils jouent, ils définissent le programme de Embiid. C'est trop difficile pour un coach, pour un staff, pour des coéquipiers, pour une équipe, de pas savoir si le mec va être là ou pas là. Et on parle d'un mec qui vaut 30-35 points par match, 10-12 rebonds, 12-15 rebonds, et des passes, ça devient terrible pour eux, quoi. Terrible. Il faudrait... On va demander à Rémi de nous faire encore une interview de Gershon, mais ils peuvent pas parler sur ces sujets-là, de toute façon. Donc je dis une bêtise là, mais ouais, c'est problématique. Nick Nurse, il doit devenir fou là. Nick Nurse, c'est le coach. Merci coach. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour terminer? Voilà, on est à 28-29 minutes, c'est parfait. On est dans les temps. Écoutez, non, ravi. On a une saison qui est intéressante. On a plein de jeunes joueurs qui se développent, qui arrivent au très haut niveau. Faut confirmer. Moi, je suis assez
hormis le Joker, Giannis qu'on connaît, qui sont des joueurs fantastiques, le petit coup de moins bien de Steph Curry aussi. Là aussi, les Warriors ont un plafond de verre et la blessure de D'Anthony Melton leur fait un mal considérable dans l'alchimie. On pourra en parler dans un prochain numéro. Dans l'alchimie qu'avait fait. Et je serais pas surpris que ça trade. Hein. On en avait parlé déjà il y a quelques semaines. Les Lakers, les Warriors, je pense que ça peut trader tout ça. Ouais, mais surtout que les Warriors, ils ont quand même pas mal de joueurs, je pense aussi sûrement plus de joueurs à échanger et de joueurs intéressants à échanger que les Lakers. Notamment avec Kobe. Ouais, mais les Lakers, ils ont des queues de contrat, tu l'as dit tout à l'heure. Donc ça coûte pas cher aux équipes qui prennent. Enfin, ça peut être un coup aussi d'une équipe qui a déjà tout, j'allais dire foiré, je le dis. Utah, par exemple, où hier, il y a eu un truc de fou à la fin, là, avec ce temps mort demandé. Oh là là, mais on a vu. Alors, il faut pas assassiner un jeune coach, surtout pas. Ah non, parce qu'on a vu Spoelstra. Voilà, il avait c'est bien joué. Il faut parfois les mecs, oui, tu t'embrouilles, hein. Tu t'en dans tous les boulots. Il y a un moment où on va faire un pâté, et là ils ont fait des gros pâtés. Ah ouais, non mais là c'est terrible ce qui s'est passé avec Will Hardy et Colin Sexton qui pensait avoir quasiment donné la victoire à Utah, sauf que son coach a appelé temps mort juste avant. Après il restait une possession aux Lakers quand même. Oui, et est-ce que sur l'action, il reste une possession, mais il reste une seconde. Il reste 2 secondes, non? Une seconde 4. Il n'y a pas de temps mort en plus, je crois. Non, bon, c'était foutu. Mais il y avait Anthony Davis qui était en situation de peut-être pouvoir contrer. Si tu regardes l'action... Il s'arrête de jouer. Je sais pas, on saura jamais. Mais il est pas loin pour pouvoir... on verra. En tout cas, tu demandes pas temps mort à ce moment-là. Mais soit qu'il est trop tard le temps mort en fait. Soit tu le prends tout de suite, soit tu le prends pas. Mais... L'avant-veille, on avait eu les Clippers qui avaient pas fait faute sur la dernière possession. Ouais, des fois on se rate. Ouais. Et puis t'as beau brailler du côté, ça arrive pas. Les joueurs oublient, comme quand tu dis faire faute et qu'ils le font pas, ou ne faites pas faute et qu'ils le font. Ça arrive, hein. C'est de l'humain. Hein. Ça t'énervait ça en tant que coach quand ton joueur il oubliait de faire faute ou qu'il faisait pas faute alors que tu lui avais demandé de faire faute, tu lui soufflais dans les bronches après? Tu travailles avec des gens, quand tu demandes quelque chose et que c'est pas fait, tu fais les pieds au mur. J'aurais pas aimé que tu me souffles dans les branches en tout cas si j'avais oublié de faire faute. Voilà, je pense que ça doit être un sale quart d'heure pour les joueurs. Écoute, merci Jacques, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro et puis si vous courez, continuez à courir. Ouais, et avec vous, hein, on y pense. Ciao.